départ de Paris, il y a 22 heures de vol et 10 heures de décalage horaire pour atteindre la Nouvelle-Calédonie, qui est située au cœur de l'océan Pacifique Sud, à environ 1500 km à l'est de l'Australie. L'île principale, appelée Grande Terre, est entourée par une barrière de corail de 1600 km de long, éloignée par endroits jusqu'à 65 km de la Terre. Le plus vaste lagon au monde offre à ses visiteurs la vision d'un paradis et des trésors écologiques. On dénombre ainsi plus de 1000 espèces de poissons et 6500 espèces d'invertébrés marins. Un rêve pour tous les plongeurs. Je viens en Nouvelle-Calédonie pour deux besoins importants. Le premier, le principal, c'est retrouver mon frère. Parce qu'on a pris pour habitude pendant 26-27 ans d'être tout le temps ensemble. Et puis du jour au lendemain, il a décidé de venir s'installer ici. Et je le comprends, parce que c'est magnifique, parce qu'on vit au soleil de façon permanente. Et il vit sa passion au quotidien, une passion que je partage avec lui. Donc venir en Nouvelle-Calédonie, c'est aussi le moyen de retrouver cette passion et de la partager avec lui. Comme il est loin, on essaye de trouver 3-4 semaines à chaque fois dans l'année pour se retrouver. Une fois en Nouvelle-Calédonie, généralement novembre-décembre. Et lui vient sur Monaco pendant la période d'été, donc soit juillet, soit août. Et le plus clair du temps, on se rencontre pour faire de la chasse sous-marine et de l'apnée. Pierre Frolat vit intensément sa passion pour l'aventure sous-marine. Au début des années 2000, il a enchaîné les records du monde d'apnée dans différentes disciplines. Il a vécu ainsi sous la pression des records, des médias et des sponsors. Il sait si bien communiquer sa passion autour de lui qu'il est devenu en quelques années un des meilleurs ambassadeurs de l'apnée mondiale. Aujourd'hui, il poursuit encore un programme d'entraînement intensif pour rester au plus haut niveau et il enseigne l'apnée et la plongée dans le centre de formation qu'il a créé à Monaco. C'est génial de se retrouver une fois par an avec mon frère et de pêcher ici en Calédonie et de graver des moments magiques de pêche avec les requins, dans des zones très poissonneuses. On n'a plus trop l'opportunité de pêcher ensemble maintenant, alors qu'avant, on était tout le temps ensemble dans l'eau, que ce soit pour ses records, pour ses préparations, pour nos préparations au championnat du monde d'apnée où on s'entraînait tous les deux profond et on rigolait beaucoup. Et bien sûr pour la chasse sous-marine. Putain, ça remonte de 20 direct quoi, jusqu'à la surface. Ouais. Ah, ça a l'air bon ça. Ah ouais. Ça, on va sûrement le pêcher. Ça serait bien pour chauffer aujourd'hui aussi. Regarde, j'aime ça au sondeur. Ça c'est bon ça. On a mis combien de temps au départ de Nouméa là? On a mis 2 heures, il y a 45 000. Et c'est le dernier îlot ça, Enda? L'avant-dernier îlot boisé. Donc ouais, là on est vraiment loin de la Grande Terre. Et donc on a l'îlot qui est juste là où on va rejoindre donc Philippe qui nous attend avec son bateau. Et on va installer le camp ici donc pour 3 jours. L'îlot Enda, situé au fin fond du lagon Sud, est un lieu de ponte pour les tortues marines. Il abrite une importante colonie de pétrels et quelques serpents marins avec qui nous cohabiterons pendant ces 3 jours. De là, nous partirons explorer les patates de corail posées sur le sable entre 20 et 30 mètres de fond. Ici c'est très riche, il y a plein de patates, il y a plein de hauts fonds qui remontent. Donc c'est vraiment une super zone de pêche qui est ouverte sur l'extérieur. Il y a plusieurs passes qui entourent un petit peu, donc c'est très intéressant. On peut faire du poisson pélagique, semi-pélagique, du poisson blanc sur des fonds de sable, beaucoup de loges, il y a beaucoup de loges bleues. Ça peut être très intéressant.
Une patate de corail est formée de petits invertébrés marins que l'on appelle les polypes. Ils se reproduisent en bourgeonnant ou en rejetant des œufs qui seront fertilisés par d'autres polypes. La larve, de la taille d'une tête d'épingle, commence sa vie en nageant librement. Elle se fixe sur une surface dure et n'en bougera plus. Elle devient alors un polype qui n'est pas plus grand que la gomme d'un crayon. Lorsque celui-ci meurt, ses parties molles se désagrègent, mais son squelette accueillera à son tour d'autres polypes jusqu'à former une structure gigantesque. Il se nourrit de zooplancton et vit en symbiose avec une algue qui, en échange de nourriture, l'aide à construire son squelette. Le corail grandit de 5 à 18 mm par an. C'est une forme de vie parmi les plus anciennes et les plus primitives, apparue il y a 500 millions d'années. Il est une erreur extrêmement fréquente de croire que le corail ne peut se développer que dans les mers chaudes. On sait depuis plusieurs siècles que les mers froides hébergent des récifs coralliens, fort poissonneux. Les principaux prédateurs des massifs coralliens sont les poissons perroquets, les poissons chirurgiens et les étoiles de mer. Beaucoup de récifs coralliens meurent malheureusement, victimes de la pollution et du réchauffement de la planète. Plusieurs espèces de loches sont présentes dans le lagon. Elles appartiennent à la même famille que notre mérou de Méditerranée. Les plus prisées par les pêcheurs sont la loche bleue, avec sa robe blanche tachetée de bleu, et la loche saumonée, avec sa robe rouge et ses petits points bleus. Elles peuvent atteindre une taille d'1 mètre et peser jusqu'à 20 kg. Toutes deux ont une chair excellente. Les thasards, comme les thons à dents de chien, les waous et les bonites, sont des poissons du large de la même famille que les thons. Les jeunes spécimens rentrent volontiers dans le lagon en été pour se nourrir. Ce sont des poissons très puissants qui exigent l'emploi d'un matériel adapté. Le plus gros spécimen capturé par un pêcheur pesait 70 kg et mesurait 2,40 m. Quand on va commencer à pêcher une patate dans le lagon, on va attaquer la patate sur ses alentours. On ne va jamais y aller directement dessus. Parce que y aller directement dessus, ça ferait fuir tous les poissons qui sont autour et ça ferait rentrer toutes les loches dans les trous. Donc on va d'abord pêcher sur les alentours pour essayer de faire venir les poissons blancs. Et généralement, on va commencer à pêcher les poissons blancs. Et ça va faire venir les autres poissons qui seront intrigués donc par le bruit des poissons qui se débattent, puis par les écailles et par également le sang. Hein. Ça va faire venir, ça va créer de la vie, ça va faire venir les loches tout autour de la patate. Donc là, on va vraiment se tenir écarté de la patate et pêcher à l'agachon. Ça prend à peu près 1 heure pour exploiter les alentours d'une patate, où on va faire uniquement une pêche à l'agachon. Ici, les poissons sont toujours sur le qui-vive par rapport aux requins et par rapport aux prédateurs. Ils sont toujours un petit peu en instance de démarrage. Même sur des agachons, sur des loches bleues qui vont se tenir à distance, elles vont toujours être sur le qui-vive pour démarrer et mettre des démarrages, revenir, partir, revenir. Et c'est toujours des poissons qui sont très durs à attaquer. Donc on a des arbalètes qui sont très longues, justement pour permettre des tirs de loin. Et généralement, à peine le tir est parti que le poisson a déjà démarré. C'est des poissons ici qui sont très très vifs. Même des poissons très petits ici vont développer énormément d'énergie. Donc le moulinet est
il va falloir de suite un petit peu dévider de fil pour pouvoir regagner la surface parce que c'est des poissons qui sont très combatifs. Ce qu'on va retrouver en chasse sous-marine profonde en Nouvelle-Calédonie, c'est vraiment ce qu'on retrouve en apnée profonde, c'est-à-dire la notion de binôme, la notion de sécurité. Donc quand on le voit décoller du fond, quand on sait que ça fait longtemps qu'il est resté, on va simplement descendre quand on sait qu'on va le retrouver aux alentours de 15-18 mètres maximum. Il y a une notion aussi d'économie. Si à chaque fois qu'on fait la sécurité de quelqu'un, on doit descendre à mi-profondeur pour aller le récupérer, on s'épuise nous aussi, donc ça va limiter nos performances. On va aller le chercher dans la zone des 10-15 mètres maxi. Et puis là, soit il n'a pas tiré de poisson et simplement on va le saisir par la ceinture ou sous le bras pour l'aider à remonter. Dès qu'il sent qu'on le saisit, il se laisse faire, il se laisse remonter. Soit on va aller le soulager parce qu'il tient un poisson qui travaille énormément. Donc on va aller lui prendre son arbalète et le laisser remonter par ses propres moyens. Il est très rare que les apnées très profondes et très longues ne se finissent pas par le soutien d'un autre en surface. L'intérêt de la chasse sous-marine dans le lagon calédonien, outre l'eau chaude et généralement claire, c'est cette extraordinaire diversité d'espèces de poissons que l'on peut y rencontrer. C'est d'ailleurs assez déroutant les premiers jours lorsque l'on arrive pour la première fois de la métropole. Même si l'on a pris la peine de se documenter avant le départ, sous l'eau, c'est une autre histoire. Les différentes espèces de perroquets par exemple, qui sont facilement identifiables par leur couleur vive sur une planche photo ou à la surface, mais qui le sont beaucoup moins à l'agachon sur le fond lorsque les couleurs ont disparu. Et toutes ces espèces inconnues aux noms exotiques qu'il faut apprendre à reconnaître avant de tirer, car tous les poissons du lagon ne présentent pas le même intérêt gustatif. Si beaux soient-ils, ils ne sont pas tous inoffensifs. Il faut savoir par exemple manipuler les chirurgiens avec précaution, car ils sont armés d'un véritable scalpel à la base de la nageoire caudale. Enfin, s'ils ne sont généralement pas agressifs, les requins sont relativement nombreux et omniprésents dans le lagon. C'est vrai que les accidents sont très rares et le plus souvent dus à des imprudences. Cela n'empêche qu'il faut s'habituer à leur présence à nos côtés, donc apprendre à rester vigilant en toutes circonstances. Par contre, les grands requins du large, ceux qui ont mauvaise réputation, sont beaucoup plus rares dans le lagon ou suffisamment craintifs pour ne pas trop se montrer. Les apnées s'enchaînent à raison de 8 à 10 par heure. Toutes ne sont pas fructueuses, mais nous ramènerons bien assez de poissons pour préparer le repas du soir et celui du lendemain. Pour agrémenter la salade tahitienne à base de chair de poisson cru, de jus de citron vert et de lait de coco, ce coquillage, le bénitier, fera merveille. Sa chair fine au goût de noisette est très prisée dans cette partie du Pacifique.
Depuis qu'on a commencé la chasse sous-marine, mon frère a de toute façon toujours été meilleur que moi en chasse. Il a toujours été beaucoup plus fin, il a toujours eu beaucoup plus de chance que quiconque sur Terre. Hein. Quand il y a un billet qui traîne par terre, c'est pour lui. Quand il y a un billet qui traîne sous l'eau, c'est pour lui. Je l'ai déjà vu trouver des billets de 50 et 100 francs sous la mer. À l'époque où on était petit et qu'on séchait les cours pour aller pêcher les poulpes sous le musée océanographique de Monaco. Quand le poisson était à droite, on partait tous à gauche, lui il allait à droite, il le prenait. Quand il était à gauche, c'est lui qui allait à gauche, il le prenait. Il a vraiment ce qu'on appelle le sens du poisson. Et c'est quelque chose qui, je pense, il a énormément aiguisé ici. Alors, le poisson, on a vraiment l'impression que le poisson est plus simple ici. Peut-être simplement parce que l'eau est claire, parce que le poisson est peut-être plus curieux et surtout parce qu'il y en a plus. Et on serait tenté de croire que quand on vient ici, c'est pour attraper beaucoup de poissons et jouer du fusil. Et pas du tout. Ici, en Nouvelle-Calédonie, il est rare qu'on fasse de très très grosses pêches. Alors bon, c'est sûr, quand on est 4-5 dans l'eau, on a vite fait de remplir des glacières, hein, mais on tire pas 15-20 fois à chaque fois. Et c'est ça qui est intéressant. C'est de dire, on a besoin de ça, on prend ça, et puis voilà. Ce qu'il y a de bien, c'est que les gens avec qui on pêche ici, mon frère, ses amis, nos amis maintenant, ne sont pas ce qu'on appelle des tueurs, justement. Ce sont des personnes qui se régalent et qui pêchent et qui vivent une passion en commun. Et cet état d'esprit, lui, il l'a gardé et peut-être même qu'il l'a donné aux autres. Après 3 heures de chasse intensive sur les patates de corail, la fatigue commence à se faire sentir. Il est temps de rentrer au bateau pour casser la croûte et reprendre des forces. La pêche a été bonne et variée. Il faut maintenant rapidement mettre le poisson au frais. Le maintien un peu ça. On va virer ça. On va virer le seau. Ok. C'est quoi ça? Tu me donnes. Bon voilà, il met un petit panaché de poisson là. Voilà. Ah, tout le monde connaît celui-là, le tazar. Le tazar, ouais. Le tazar bonne. La saumonée rouge. Saumonée rouge, ça c'est des perroquets bleus. C'est des perroquets à bosse bleue ça, de l'extérieur. Ça c'est le perroquet Elvis. On l'appelle nous on l'appelle le perroquet Elvis, mais c'est le perroquet banane. Famille des labres. Ah les perroquets. Ouais. C'est pas un perroquet ça, c'est l'arbre. Ouais, c'est un larve. Ça c'est un kingfish. Ah non, c'est une caronde amoureuse. Même pas. Non, c'est une caronde grise. La caronde des sables. Caronde des sables. Je croyais que c'était un kingfish au départ. Ça c'est mon poisson préféré. Là c'est bon. Ben voilà Mais pour quoi Laetitia. On a fait du Elle a poisson. même pas mangé son sashimi encore. Un grand prédateur. Le mécois. Là on a encore de la saumonée. Là on a de la loge bleue. Qui c'est qui l'a fait ce Celui-là. perroquet bleu là? On a de la loge bleue ici là. Qui c'est qui a fait celui-là? C'est moi. Quand ils ont ces couleurs là, il y a vert, vous, là. émeraude, Loge ça, bleue et ça, puis, c'est pété. Et là on a le bec de canne. Bec de canne. T'as vu Là l'anglais? on a du J'en ai vu, bénitier. j'en ai vu, j'en ai vu. Tiens, regarde. Là on a des bénitiers. Peut-être dans la cabine. Je vais le défaire d'ailleurs. Voilà. Je peux y aller, hein, Bénitier. après on passe en été. Excellent à manger cru. Tous les poissons du lagon ne sont pas consommables et plus particulièrement les poissons carnivores en bout de chaîne alimentaire comme les barracudas, les saumonets gros points, les anglais ou les carangues. Ils sont gratteux comme on dit ici. La gratte ou ciguatera est due à une microalgue toxique qui se développe sur les coraux dont se nourrissent les poissons herbivores. Ceux-ci sont à leur tour consommés par des poissons carnivores et par bioaccumulation le long de la chaîne alimentaire, les toxines vont se concentrer pour atteindre chez les poissons les plus âgés des taux susceptibles d'intoxiquer les consommateurs. Les symptômes de l'intoxication se manifestent quelques heures après l'ingestion du poisson gratteux par un engourdissement accompagné de picotements des lèvres, de la langue et de la gorge. On ressent une fatigue anormale et la nausée.
Il s'ensuit généralement des démangeaisons, douleurs articulaires, des maux de tête, des troubles sensoriels. Par exemple, on a l'impression que l'eau chaude est froide et inversement, ou que l'eau plate que l'on boit pétille. Cette affection est le plus souvent bénigne, mais en cas de forte intoxication, elle peut provoquer des paralysies, le coma et parfois la mort. Certains de ces symptômes peuvent durer plusieurs mois avant de disparaître. Là on est au fin fond du lagon sud, donc on a dépassé déjà les derniers îlots et là on est sur des récifs qui sont vraiment à la sortie du Manchon Sud où après c'est vraiment le Pacifique tombant, grand bleu. Et là on peut tout croiser. On va se faire plaisir à pêcher à une certaine profondeur et à ne pas tirer le premier poisson venu. C'est-à-dire qu'ici, c'est sûr qu'on pourrait, comme on dit ici, remplir une glacière, faire pêche dans 10 mètres d'eau, dans des petites profondeurs, en pêchant uniquement à la coulée et faire beaucoup de perroquets ou d'autres poissons de cette manière. Nous, on préfère aller dans des profondeurs dépassant les 20 mètres, 25 mètres, où on va pouvoir se poser au fond et faire des agachons et choisir un petit peu les poissons. C'est sûr que si on se pose au fond et il y a une loge bleue qui arrive directement, eh ben on va attendre un petit peu, voir si derrière il ne va pas venir un mécois ou quelque chose d'autre. Le temps d'apnée sur la pêche, sur une plongée en apnée en Nouvelle-Calédonie, ça peut être assez court, de l'ordre d'1 minute 30 à 2 minutes. Assez court, c'est relatif par rapport à la façon dont on pratique, parce qu'il y a énormément de poissons. Mais si on augmente la profondeur et si on s'amuse à dire ok, on va essayer de prendre le gros qui est là-bas caché au fond, il nous arrive quelquefois de faire des apnées qui peuvent aller au-delà de 3 minutes.
quand on connaît les zones, dans le lagon, quand il y a une zone qui est un petit peu éteinte et qu'on vient de tirer un poisson, on va, ce qu'on appelle ici, faire les tripes. Donc on va en fait l'ouvrir et jeter les branchies et les boyaux en fait au fond pour faire venir un tasard, un mécois et puis pour activer un petit peu la zone au fond. Donc généralement il y a les petits poissons qui vont arriver et puis ça va faire venir du monde. Donc bien sûr c'est des choses qu'il faut éviter de faire parce qu'on est dans des eaux où il y a du requin. Donc nous on le fait parce qu'on est 3-4 dans l'eau, on connaît très bien nos zones et on le fait à un certain moment donné. Bien sûr il faut éviter de le faire à la tombée de la nuit parce que bien sûr c'est là où tous les prédateurs commencent à chasser. On va éviter de le faire dans les passes aussi. C'est là où il y a beaucoup de courant et c'est l'endroit de prédilection pour les requins. Donc même sur l'extérieur, on va pouvoir le faire pour faire monter les thons. Mais généralement, avant les thons, il va monter les requins. Donc après, on peut par exemple gratter un poisson pour faire tomber des écailles dans le bleu. Ça fait à peu près le même effet. Nous, après, on préfère les tripes dans le lagon parce que c'est vrai que c'est plus rapide et ça fait vraiment bien monter la vie. C'est une technique qui est dangereuse parce qu'elle a pour but d'appâter les poissons, les plus gros forcément. C'est un peu aussi pour ça qu'on le fait. Nous, ça nous excite beaucoup de pouvoir exciter tout le monde. Et la chasse, elle prend tout à fait une autre saveur quand on est entouré d'autres prédateurs que nous-mêmes, quoi. Donc c'est vraiment sympa parce qu'on se dispute vraiment le poisson, on adore ça. Donc ici on a beaucoup de requins, de récifs, qu'on appelle ici des requins gris. Donc il y en a plusieurs espèces. Il y a le plus commun, celui qu'on appelle ici le requin chien, qui est un requin cuivré avec une pointe blanche, qui est quasiment inoffensif, qui des fois est très curieux. Généralement quand on blesse un poisson et qu'un poisson part à trous, c'est ce requin qui va venir, qui est très souple et qui va rentrer dans les trous pour dénicher le poisson. Ensuite, il y a les requins gris pointe noire, les requins gris pointe blanche. Donc là, il y en a plusieurs espèces. On a également le requin citron. Dans les pêches, il va souvent monter nous voir, essayer d'attraper le poisson. Mais c'est plus de la curiosité. C'est un requin qu'on repousse facilement avec le bout du fusil. On arrive facilement à le repousser.
Philippe lutte avec le poisson pour remonter à la surface après sa longue apnée. Le tir n'a visiblement pas atteint un point vital, car le poisson, avec toute sa puissance, va dérouler 25 mètres au moulinet. De toutes ses forces, il fuit et va tenter de se libérer de cette flèche et de ce fil qui le relie au chasseur en se frottant contre les coraux. Il faut faire vite, car les requins peuvent surgir à tout moment pour dévorer le poisson blessé. Pierre, qui surveillait son frère, a heureusement anticipé. Il descend droit sur le tasard pour placer une seconde flèche et ainsi assurer la prise. L'agitation provoquée par la capture du tasard attire d'autres prédateurs. Nous ne sommes pas loin de l'extérieur du récif où rôdent les thons à dents de chien. Ce poisson curieux vient assez facilement au contact du chasseur. Il y a plusieurs espèces de carangues dans le lagon. Leur chair est bonne, mais les gros spécimens peuvent donner la gratte. C'est pourquoi les chasseurs préfèrent tirer les jeunes individus pour écarter tout risque d'intoxication. Le thon à dents de chien est taillé pour la nage et la vitesse. On le reconnaît facilement à ses petites nageoires et à la petite tache blanche au sommet de sa nageoire caudale. C'est un poisson qui peut atteindre un poids de 130 kg pour 2,50 m de long. Plutôt solitaire, il ne dédaigne pas faire partie d'un petit groupe de 2 à 4 individus. Curieux de nature, il ne craint que les requins. Il patrouille la journée le long de la barrière corallienne pour trouver sa nourriture. La flèche n'a pas traversé le thon et l'ardillon n'a pas pu s'ouvrir. Il risque de se décrocher. Philippe descend pour le doubler, mais le poisson continue de sonder. 25 mètres, 30 mètres. Il préfère renoncer plutôt que risquer de mettre sa vie en danger. Il ralentit. Et on défile après l'eau. Comme si on existait pas. Mais il était gros. Ouais, je vais faire 50. Allez. Le premier était gros. Sinon, j'aurais été collé à toi comme des fois là. T'aurais pu avec la double d'en péter un. Sûr. Bah, tu sais, Mais les 3 petites secondes qu'il a fallu que je t'appelle faut que je me retourne. et que j'arrive pour te toucher. j'étais un peu loin. Toi, tu les doumes. Ça dépend. Là, comme je savais qu'Alain était derrière, avec ça, je lui aurais mis une balle en pleine tête. Et le temps qu'il réagisse, Alain, il lui mettait une flèche derrière. Parce que la flèche d'abord, t'as vu ce que ça fait? Ça part d'un. C'est des missiles, les trucs. Putain, j'ai pris le fil, j'ai dit là c'est Alors, parti. tout à l'heure. Et bah d'ailleurs, regarde, il a démarré quand même. Si on n'était pas descendu tout de suite, là où il avait pris la flèche, il aurait faibli vraiment parce qu'il faiblissait, sinon il t'aurait planté un de ses démarrages. Tu vois, si on avait. Si. Moi quand j'ai tiré, j'ai dit là mon pote, c'est parti. Non, moi ce que j'ai eu peur, c'est que tu tires les gros. Non, je voulais Voilà, pas les Que gros. les deux, ils faisaient 70 kilos. Quoi. Ah, les deux premiers là, ils étaient énormes. Déjà, Et sur la derrière, il y en a celui 50. derrière, il faisait 40-50. 50. quoi. Ils arrivaient en face, quoi. Donc d'abord les deux gros, avec la gueule un peu ouverte et les dents qui débordent, avec les cicatrices sur la tête. Et derrière le plus petit. Donc moi de suite, j'ai suivi le petit en me disant, bah il va tourner. Il a tourné, il m'a regardé. Et puis Pierre a fait la coulée. Hop, il est parti, il a pris 3/4 arrière quoi, sur le flanc. Mais heureusement, fallait pas taper les gros. Quoi. Parce que là, les gros mal tapés. Oh là là. Le premier, il avait une tête. Mais tout gros. Moi, c'est Laetitia, carrément, elle m'est passée dessus, elle est passée de l'autre côté comme ça. J'ai donné le tasard. Parti derrière. Et franchement, les deux premiers, impossible à tirer. Quoi. Vraiment trop gros. Énorme. Ouais, plus à portée que le dernier, mais Plus tu t'approches, plus ils sont gros. Bon, il y a un autre problème que ça. Donc j'ai attendu le troisième. Le dernier était plus petit. Il n'y avait pas moyen de le tirer vraiment de près. Hein. Ils étaient vraiment gros. Ils n'ont pas fait le demi-tour pour venir voir. Donc je l'ai pris sous la pectorale. Bam, il a vraiment marqué le coup. Tu sais, croix. Tu manges que des Il n'a pas démarré tout de suite. J'ai bloqué. Franchement, j'ai cru. J'ai dit là. Puis il est parti. Toujours ça là. Et là, putain, j'ai attendu que tu arrives. Quand tu es arrivé, après c'était réglé.
puis bon, Des bouts comme ça. on l'a perdu. Après notre escapade dans le lagon sud, nous nous envolons pour Maré, une des 4 îles Loyauté, à 100 km au large de la côte est de Grande-Terre. Ces îles secrètes, à la beauté originelle, offrent les plus somptueux paysages de la Nouvelle-Calédonie. La vie quotidienne de ses habitants, les Kanaks, y est toujours régie par une organisation coutumière qui remonte à la nuit des temps. L'hospitalité avec un grand H en fait partie. On est arrivé ce matin et on voulait faire un petit geste pour votre accueil et puis pour nous recevoir et puis pour votre gentillesse, pour nous amener pêcher. Donc on a amené une petite glacière avec à manger, des biscuits, des bonbons, des pâtes, du riz. Je vais tenter de remercier le présent et puis votre présence surtout, avec le geste que vous faites là. Et moi, à chaque fois, on répète la même chose, quoi. Enfin, c'est la coutume, quoi. On est obligé de passer par là, de dire, de recevoir les gens. Et le geste que vous faites là, c'est important. C'est le geste qui est important. Parce que quand vous arrivez ici, vous abandonnez chez vous et vous vous remettez entre nos mains. Admettons que vous partiez et qu'il vous arrive quelque chose, ça ne va pas être que la maison là, qui va bouger pour vous secourir ou pour vous donner à manger, vous vêtir ou autre chose. Ça va être mon district. C'est ça la coutume. Et donc moi je tiens à remercier le lac, le geste, et je ne peux que, comment dire, vous souhaiter la bienvenue ici et puis de faire comme nous, enfin de bien vivre, enfin, d'en profiter surtout, puis emmagasiner les bons souvenirs pour repartir avec, quoi. Et je m'arrête là, puis encore une fois, je remercie beaucoup le geste du groupe. Voilà, merci. Merci à vous. Après quelques heures de repos, nos amis nous conduisent sur les lieux de pêche, le cap Wabao, au sud du port de Tadine. Vous voyez un petit serpent noir et blanc, vous en occupez pas, mais vous le repoussez pas, vous le laissez. Il y a une légende, on dit que là, dans les forêts à côté, il y a des petits lutins qui protègent la plage. Et il y a une vieille, donc les vieilles, c'est les mères protectrices des légendes kanak, qui s'appelle Shumon et qui se réincarne en un petit serpent noir et blanc. Donc aujourd'hui, on risque d'avoir la chance de rencontrer Shumon, qui est ce serpent là noir et blanc, donc il faut laisser passer. Voilà. Vous avez vu quoi comme poisson qu'on pouvait trouver ici? Il y a des darois, des concours, il y a de tout ici. C'est l'avantage, on trouve de tout. Tu peux rencontrer des thasards, des tournants de chiens. Les pélagiques, ouais, à la pointe, Ouais. quoi. C'est pas le carang, les bécunes, là, les barracudas. Ouais. Ouais, on en a vu hier. Pitchounettes. Bon ben merci de nous amener sur vos zones, hein, les gars. C'est vraiment gentil. La dernière coutume que vous allez nous faire, c'est en le poisson. poisson que vous allez sortir. Alors là, on va descendre là, on va nager en sortant. Et au fur et à mesure, on va sortir vers la zone exposée au courant. Oui. Donc en général, le courant nous tire vers l'extérieur, vers le récif qui s'avance sur, je sais pas, 100 mètres, moins de 200 mètres là. Donc parfois le courant nous fait traverser ce récif et on se retrouve de l'autre côté. Alors le truc c'est d'essayer de lutter contre le courant tout en se laissant emporter et puis de longer ce récif qui s'avance vers le large, quoi. Alors le truc ce serait bien c'est de rester de ce côté intérieur, à l'intérieur du récif qui s'avance. D'accord. Et puis donc il y a les premières failles, il y a du poisson là. Hein.
Donc si on voit qu'il y a du poisson, on s'arrête un peu, on peut ancrer et pêcher sur place avec le bout lâché sur à l'arrière et attraper, plonger à tour de rôle, vous descendez, essayez de ramener du poisson. Sinon la technique c'est que tout le monde dérive et celui qui est sur le bateau donc, est vigilant, donc il surveille. Dès que vous faites signe, on vient vous récupérer, vous ramener au tout début et si vous laissez dériver en pêchant, en descendant. Et on fait ça 3, 4 fois, 5 fois, autant de fois qu'il faut. Mon poisson préféré est incontestablement le mécois. C'est vraiment un mélange de danti et de loup. C'est un poisson qui est vraiment très très beau, il a une tête très dure. D'ailleurs on l'appelle le poisson à tête de cohue. Le cohue c'est un bois pratiquement indestructible qui n'arrive même pas à brûler ici en Nouvelle-Calédonie. C'est pas un poisson qui est forcément très compliqué à attraper quand on a trouvé la feinte. C'est un poisson qui peut atteindre pratiquement 14-15 kg, donc ils sont très gros. Et en plus, il est super bon à manger. C'est vraiment un poisson noble. L'objectif de tous les voyages que l'on fait à travers le monde, et notamment en Nouvelle-Calédonie, c'est de faire la rencontre et de pouvoir partager avec les peuples qui vivent près de la mer cette passion que l'on a en commun. Les Kanaks sont de bons pêcheurs. Donc, sont des gens qui connaissent bien les zones, qui connaissent énormément bien le comportement du poisson. Ce que j'aime chez ces gens-là, c'est le respect qu'ils peuvent avoir vis-à-vis du poisson, celui de ne prendre que ce dont ils ont besoin et de dire on va aller pour faire la coutume, on va aller pêcher des langoustes. Et ils vont s'arrêter à ne prendre que des langoustes. Ou ils vont partir prendre des poissons perroquets, donc ils vont prendre que des perroquets. Ce sont de bons pêcheurs, donc ce ne sont pas des gens très profonds, simplement parce qu'en fait, quand on a besoin simplement d'aller chercher du poisson, on va là où il est.
Et en Nouvelle-Calédonie, on a la chance de trouver du poisson dans quelques mètres d'eau. C'est un très bon terrain de découverte pour les gens qui ont envie de découvrir la chasse sous-marine. Donc les Kanaks ne sont pas des personnes très profondes, hein, mais un très bon pêcheur n'est pas forcément un pêcheur profond. Je ne sais de quel horizon, je ne sais pour quelle raison, il s'est donné une raison pour me chasser de ma maison. Je ne sais pour quelle raison, je voyais passer les saisons des quatre murs d'une prison, moi qui n'avais pas de raison de manifester, de revendiquer mon identité. De manifester, de revendiquer mon identité. J'en ai vu passer des accords portant des noms qui valent de l'or, puis signer des communs accords pour m'éviter le mauvais sort. Puis déjà 150 ans de revendications, 150 ans de détermination. 150 ans de revendication, 150 ans de détermination. Hey, hey, 150 ans de revendication, 150 ans d'humiliation. Pourtant j'ai une amie fidèle qui me parle souvent de la cour. Mon frère, c'est mon ami, c'est mon copain, c'est mon équilibre, c'est la chose qui fait que la Calédonie est difficile. Je pêche énormément en Calédonie et le plus dur, c'est quand je dois raconter ma pêche à mon frère par internet ou au téléphone. Je préférais qu'il soit là sur le bateau ou qu'il m'attende au port et puis que je lui montre les poissons. C'est sûr que c'est très dur de ne pas vivre notre passion ensemble alors qu'on l'a toujours vécu ensemble. La chasse sous-marine, c'est un partage avec la nature, c'est un partage avec mes amis, avec ma famille. Ça nous permet de rassembler les gens, ça nous permet de les mettre autour d'une table et de leur offrir à manger. Ça nous permet de voir des choses que l'on ne peut pas voir en plongée bouteille ou en plongée en apnée, simplement parce qu'on est soit limité par le temps, soit parce qu'on fait trop de bruit. La chasse sous-marine, ça nous permet aussi d'avoir un œil très critique sur l'évolution du milieu et de l'écosystème. Ça nous permet de savoir quand ça va bien et quand ça va mal. Ça va de plus en plus mal. Conscient de cette réalité, la France a présenté, le 31 janvier 2007, une demande d'inscription du lagon calédonien au patrimoine mondial de l'humanité. Ce label attire en général les touristes en masse. Tourisme qu'il faut savoir et pouvoir gérer. La Nouvelle-Calédonie, un paradis pour les amoureux de la mer et des poissons, mais pour combien de temps encore ?